Bonjour à tous et bienvenue sur Happy Psy et Auteur, le podcast pour oser être vous et oser vivre vos rêves. Je suis Laurence Flaise-Renaudin, auteure, podcasteuse et psy-optimiste. Je fusionne les mots et les émotions. J'interviewe des personnes inspirantes et je fais danser les mots quand Alexia fait parler les livres. Ensemble, nous vous aidons à révéler les ressources qui sont en vous pour être bien. Parce qu'être bien, ça change tout. Bonjour Virginie, je suis ravie de t'accueillir sur ce micro de Ils ont rêvé et ils ont osé pour parler de toi, parler de ce qui t'a amené à l'écriture d'une part et surtout oser te lancer parce qu'il y a des étapes à franchir entre le fait d'aimer écrire et le fait d'oser ensuite montrer ce qu'on a écrit et puis voir un petit peu où tu en es aujourd'hui, ce que tu as écrit. Je sais que tu es passionnée donc d'écriture depuis toujours, que tu es psychologue, si je ne me trompe pas, et que c'était un rêve lointain pour toi d'écrire. Est-ce que tu as envie de nous en parler, de te présenter un petit peu? Oui, bien sûr. Merci Laurence de me recevoir aujourd'hui déjà. Alors oui, l'écriture, ça a toujours fait partie de ma vie en fait. Je vais commencer par me présenter peut-être quand même pour les personnes qui nous écoutent. Je m'appelle Virginie, j'ai 37 ans. Je suis maman de deux enfants de 9 ans et demi et de 7 ans, une maman séparée de leur papa, séparation que j'ai vécue il y a 3 ans. J'en parle parce que dans mon cheminement d'écriture, ça a aussi pris Oui. de la place. Et donc, je suis psychologue, en effet. Je travaille avec des adolescents en difficulté, les mineurs délinquants. Et en parallèle, je travaille aussi en libéral. J'ai une activité de psychologue, mais un peu particulière, puisque je suis formée à des approches holistiques. Mm. Et ça aussi, hein, ça faisait partie de mon rêve de la psychologie autrement. Et donc, j'accompagne mes patients aussi avec des outils comme l'astrologie, la bioénergie, que j'intègre dans mon approche thérapeutique. C'est des domaines que j'adore et que j'affectionne beaucoup. Oui, 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 on a cette sensibilité-là en Oui. commun. Tu es hypersensible? Oui, Oui. oui, Je pense que ça se ressent hypersensible, dans tes hyper romans. C'est pour ça que émotive. je me permets de te poser la question parce que, bon, on parle d'émotion, on peut écrire sans être hypersensible, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais avec Oui, l'hypersensibilité, je pense que nos romans sont vraiment empreints de ces émotions fortes. C'est une façon pour nous de les décharger à travers nos personnages. C'est le dernier podcast que oui. j'ai fait d'ailleurs en parle parce que je donne un extrait du roman et pourquoi j'ai écrit ça et qu'est-ce qui m'a amené. Enfin voilà, donc c'est pour ça que j'avais un petit peu décelé en te lisant qu'il y avait sûrement une hypersensibilité derrière. Oui, oui, il y a une émotionnalité assez exacerbée en effet et un besoin de poser les mots dessus. Et c'est Oui. d'ailleurs ce qui m'a amené à écrire très jeune, pour en venir du coup, ça fait une bonne transition pour en venir à l'écriture. Dès 7, 8 ans, je crois que dès que j'ai commencé à savoir écrire correctement, en fait, j'ai commencé à écrire. J'écrivais des lettres à mon papy décédé, j'écrivais des prières aux étoiles, j'écrivais des poèmes, euh, j'écrivais des petites phrases aussi qui me venaient en tête un peu fort. Et mon bureau était recouvert de post-it et de phrases inspirantes d'autres auteurs. Oui. Je me suis jamais dit que j'écrirais un livre un jour. Je me suis jamais sentie légitime de ça. Ça a mis beaucoup de temps à arriver, c'est beaucoup plus tard. L'écriture était vraiment, faisait partie intégrante de ma vie parce que c'était le lieu où je pouvais exprimer mes émotions. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené du coup Mm. entre le fait d'écrire pour toi et le fait de vouloir montrer ce que tu écrivais, ça a été quoi le déclic? Alors, montrer ce que j'écrivais, c'est arrivé avec Instagram. Mhm. Quand Instagram est entré dans ma vie, donc au début, c'était que des photos et petit à petit, les gens ont commencé à utiliser ces photos pour exprimer des choses et je me suis laissée porter par ce courant-là. À cette époque, j'allais partir m'installer à La Réunion et c'est vrai que Instagram a été pour moi un vrai soutien parce que je me suis retrouvée très seule sur cette île les premiers mois. Et déjà, ça m'a permis de rencontrer du monde là-bas. Et puis, ça m'a permis d'avoir toujours quelqu'un avec qui communiquer. Et je partageais beaucoup mes émotions au travers de mes posts. Petit à petit, j'ai écrit un blog à cette époque-là aussi. Mon compagnon de l'époque m'avait dit, ben, tu aimes écrire, fais un blog, comme ça, voilà, tu auras des lecteurs. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'ouvrir à l'écriture auprès des autres. D'accord. Voilà, de là, écrire des romans, il y a encore un pas, mais c'est vraiment de là que c'est venu. Oui. Et ce pas donc, parce que ça a été difficile pour toi d'oser passer ensuite et que j'écris pour moi et je vais enfin écrire un roman que je vais montrer aux autres.
Ou ça a Alors, été la suite logique et fluide? je dirais que là où ça n'a pas été difficile, c'est que ça s'est présenté sans que je l'intellectualise en fait. C'était pas un projet. Mhm, Donc mon premier roman, c'est Sous la glycine, l'ombre de ses yeux. mhm. Et je me baladais en fait dans mon village. J'étais revenue en métropole et il y avait une glycine et ces mots me sont venus. Et je me suis dit, bah tiens, je vais faire une photo et je vais faire un joli post. Et puis j'ai commencé à écrire le post et le post a commencé à devenir des paragraphes entiers, puis des pages. Et au bout de 50 pages, je me suis dit, mais en fait, je tiens une histoire, quoi. Et j'étais tellement habitée par ce qui allait se passer pour le personnage que j'avais créé, pour les rencontres qui étaient en train de se mettre à l'œuvre dans ces pages, que je me suis dit, peut-être que là, je tiens quelque chose. J'ai eu besoin de le faire lire. Oui. euh, et c'est comme ça que j'ai trouvé ma première alpha lectrice, qui est restée mon alpha lectrice pour mes deux autres romans aussi. Quelqu'un sur Instagram que je connaissais pas dans la vraie vie. Je voulais surtout pas que ce soit Oui. quelqu'un avec qui Oui. j'avais un lien de proximité. Mais j'ai senti beaucoup de confiance en elle de suite, en fait, et une appétence pour la lecture aussi, et une générosité et une bienveillance qui me touchait énormément. Et elle a lu, elle m'a dit maintenant je veux la suite. Et c'est elle, c'est c'est son retour qui à chaque fois m'a poussée à avoir envie de continuer et à pas lâcher et à pas me dire mais non ça vaut pas la peine et à pas lâcher. Voilà. Oui. Voilà, moi, oser a été une étape pas difficile, mais quand même une sacrée marche à franchir. Oui. Moi, je trouve que le plus difficile, c'est ça, c'est d'être lu. J'ai vécu comme toi. J'ai pas eu de difficulté à le mettre. Alors moi, je suis passée par Librinova pour mon premier au début, et j'ai pas eu de difficulté. Au contraire, c'était la suite logique. Il fallait que ça sorte de chez moi. Je pouvais pas le mettre dans un tiroir. Oui. Mais par contre, faire cette démarche de l'envoyer sciemment pour le faire lire, il m'a fallu plusieurs mois. Déjà, d'abord pour appréhender comment ça a fonctionné, et puis pour avoir le courage, en effet, de me dire je vais aller le faire lire. C'est ma demande. C'est pas les gens qui vont venir spontanément. C'est ma demande de le faire lire. Mais je ne sais pas comment ça va être reçu. Ouais. C'était, C'est une démarche mais même pour le deuxième, j'ai eu cette fébrilité. Et quelqu'un à ce micro m'a dit, mais tu verras, plus tu vas en écrire, plus ta fébrilité va grandir à chaque fois qu'il va sortir parce que tu as eu les retours des précédents et tu as peur de décevoir après. Et est-ce que toi, tu as ressenti ouais. cette chose aussi? Oui, complètement. Totalement, parce que le premier, il a été très intense pour beaucoup de mes lectrices. Alors, je dis lectrices parce que c'est particulièrement un lectorat féminin que je touche. Et il a été très, très intense et de manière positive, hein. Et c'est vrai que quand j'ai sorti le deuxième, je me suis dit, mais il sera jamais à la hauteur de ce qu'elles ont ressenti pour le premier. Ouais. Et alors le troisième, où en plus j'ai changé de style un petit peu, je suis allée toucher autre chose. J'avais une appréhension énorme et à la fois une certaine confiance parce que je savais pourquoi je l'avais écrit comme chacun, mais une appréhension énorme de me dire, mais les lectrices qui ont aimé le premier, qui ont aimé le deuxième, est-ce qu'elles vont aimer celui-là? Donc, Oui, et, le deuxième, c'était Sous les étoiles, la valse des papillons. exactement. Et Oui, le dernier, donc, c'est La magie de nos évidences. oui, c'est ça. C'est le tout dernier. Il est sorti quand? Celui-là l'année dernière, En cette avril. année? En avril, voilà. Il me semblait bien qu'il était très, très récent. Je l'avais mis tout de suite dans ma palle, mais après, la palle, tu sais, t'en mets tout le temps, donc je ne savais plus exactement quand. Comment tu te sens quand t'as... Moi, quand j'ai fini d'écrire un roman, j'ai un manque, mes personnages me manquent. Je me sens... C'est presque un deuil à faire. Et pour contrer ça, parce que le premier, j'ai vraiment vécu comme un deuil, j'ai décidé de faire une saga. Donc, celui qui vient de sortir est une saga, donc je perds pas mes personnages tout de suite. Est-ce que tu as ce ressenti de quelque part perdre comme des amis, enfin, ces gens qui viennent te parler tout le temps? Oui, complètement. C'est exactement ça. Je trouve qu'on est habité par eux. Moi, ils ont des conversations dans ma tête. Ouais. Des fois, je suis en train de manger ou en train de parler avec mon compagnon et d'un coup, ah mais attends, du coup, ça me fait penser et il faut que j'écrive parce qu'ils sont là, ils se font des débats, ils me mettent dans des positions où il faut que je choisisse parce que des fois, ils prennent pas des voies que j'avais Oui. anticipées Oui. et ils sont tellement là avec leur personnalité, leurs défauts, leurs qualités. J'ai même leur voix dans la tête C'est ça. et c'est vrai que quand ça s'arrête, c'est compliqué. Alors moi,
je me suis pas lancée dans une saga, mais le moyen que j'ai trouvé de continuer à les faire vivre, c'est que d'un roman sur l'autre, je les évoque. D'accord. Alors, c'est une petite évocation, une petite phrase posée de ci, de là dans les romans. Et en fait, dans Sous les étoiles, La valse des papillons, il y a une évocation de Sous la glycine. Et dans La magie de nos évidences, d'ailleurs, je crois dans le même paragraphe, il y a une évocation des deux. D'accord. C'est subtil, mais moi, ça me permet de continuer à Oui. les amener là. Oui. Et en fait, ça a une place hyper importante pour moi parce qu'en en fait, je crois que j'ai pas fait leur deuil. En fait, je crois qu'ils sont toujours là avec moi. On est de plus en plus nombreux. Oui, je crois que Mais c'est ça aussi parce que je n'ai pas fait le deuil du premier et malgré tout, bah, alors moi ils sont pas du tout venus dans le deuxième. J'ai envie de les faire venir, mais à la fin de la saga, peut-être faire un petit crossover, tu sais, de ramener des rencontres. Ou il y a cette idée dans ma tête parce qu'on me demande beaucoup une suite du premier. Et j'ai pas envie d'écrire une suite, mais j'ai quand même envie de donner quelque chose au lecteur. Donc j'ai pensé à ça et je pense qu'il y aura un tome supplémentaire comme un bonus qui sera un petit truc. Voilà. Mais encore, il faut que j'écrive déjà les deux suivants et chaque chose en son temps. Est-ce que pour toi, il y a tes émotions, c'est quelque chose de difficile à gérer? C'est la raison pour laquelle tu les as posées, on a bien compris, dans l'écriture. Au quotidien, et comment tu vis tout ça? Comment tu surmontes les peurs pour oser justement passer à l'action derrière? ouf. Alors, je sais pas si j'ai une façon de faire. Je vis mes émotions de manière difficile. J'ai tendance à beaucoup me replier sur moi-même quand les émotions sont trop fortes. Là, par exemple, récemment, par rapport à l'écriture, j'ai été envahie de beaucoup de doutes. Et mon entourage a été très surpris de la décision que j'ai prise parce que je n'en ai pas du tout parlé. Voilà, je le vis avec moi-même. J'ai besoin de digérer, de comprendre, d'analyser, et puis je prends ma décision et voilà. Donc et c'est vrai que la plupart de mes émotions, c'est comme ça que je les vis. C'est pour ça aussi que l'écriture vient m'aider à extérioriser des Oui. choses que j'ai du mal à nommer euh, de mon côté. Et j'ai perdu le fil du coup et En j'ai fait, perdu on ta question. parlait de tes outils, quelque part, de tes outils à Ah oui, toi, hein, pas les outils de la psychologue, mais toi, qu'est-ce que oui. comment tu fais, voilà, et tu viens de l'exprimer très bien en disant d'abord, tu digères, tu les laisses mouliner dans ta tête et après, tu vas écrire quelque chose. Oui, j'ai vu passer ton Oui. post il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, hein, de ta décision de dire que tu faisais une... Alors, je ne sais pas, moi je l'ai interprété comme une pause, mais tu as dit j'arrête. Hmm. Oui. Je, Alors, pour revenir juste un peu sur l'émotion, c'est vraiment ce qui me guide dans l'écriture. C'est-à-dire que je crois que c'est pas tant des thèmes qui m'animent que l'émotion que ces thèmes vont faire vivre. Voilà, parce que je suis plus un être d'émotion qu'un être d'intellect, même si j'ai besoin d'intellectualiser mes émotions à un moment donné. Et donc, ces émotions brutes, c'est elles qui viennent m'animer dans mon écriture. Et par rapport à mon poste, c'est vrai que je suis arrivée à un moment, là, ces dernières semaines, alors ça parle de semaines, mais ça a été d'une telle intensité où je, j'ai, j'écris un quatrième roman et je sentais que j'arrivais plus à écrire. Et souvent, dans mon processus d'écriture, j'ai un moment où j'ai besoin de faire une pause. Mais là, cette pause, elle n'était pas comme d'habitude. Il y avait quelque chose qui me dérangeait dans cette façon de plus arriver à revenir à ce moment. Et je me disais, mais comment ça se fait? Pourquoi? Et il y a eu beaucoup de comparaisons, de sentiments d'illégitimité, je suis pas aussi douée que les autres, je fais pas autant de ventes, j'ai pas autant de commentaires. C'est parce que les gens me lisent pas, c'est parce que finalement, si mes livres décollent pas, c'est que je suis pas faite pour écrire. Et c'était assez toxique en fait comme pensée, alors que jusque-là, j'arrive à me dire, j'écris pour ceux qui sont là, pour ceux qui aiment. S'il y en a d'autres qui arrivent, tant mieux. Sinon, déjà, j'écris pour eux, plus que j'écris pour moi, parce que j'écris pour moi, dans ces cas-là, je garde dans mes cahiers. Et voilà, quand je publie un livre, je sais que j'écris pour les autres aussi, j'écris pas que pour moi. Et, euh, et en fait, ça avait complètement disparu sur, au profit de il faut que je fasse des stats, pourquoi mes stats elles sont pas bonnes, pourquoi mes chiffres ils sont pas bons, pourquoi moi j'arrive pas à me sortir un salaire, parce que alors je fais partie d'un groupe de discussion qui est hyper bienveillant,
Mais à un moment donné, cette bienveillance, euh, elle a entraîné, à force d'entendre certaines choses, de lire certaines choses, une forme de comparaison chez moi qui, alors que j'étais dans quelque chose de ah mais c'est trop bien pour eux, je suis trop contente, ben, c'est devenu Mm. plus difficile. Voilà, il y a une forme de rancœur qui s'est installée envers moi-même, hein, pas envers ces personnes, et c'est devenu toxique pour moi. Et ça m'a coupé de ma créativité en fait. Oui. Et ça a été très difficile. Et c'est comme si le seul moyen que j'avais de stopper ces pensées, c'était de mettre un point d'arrêt total et Mhm. de le nommer en fait. Oui. Euh, Parce que me dire, bah, je fais une pause, je sentais que c'était pas suffisant. Oui. Oui. Dire, Oui. là, j'arrête, c'était beaucoup plus radical. C'est peut-être pas vrai, j'arrête pas. D'ailleurs, hier soir, j'ai un petit peu écrit, te dire, mais Mais il y donc, avait quelque chose de, oui, tu avais besoin dans ta vas-y. tête de cet arrêt. Pour toi, c'était un arrêt. Et si un jour ça revient, tant mieux. Si ça revient pas, je sais que j'ai arrêté. C'est moins tortureux que de se dire je fais une pause quand je vais, quand ça met une pression de se dire quand est-ce que je vais reprendre. C'est Et ça. Il y a cette question. Et la pause, on revient un peu pareil. Quand on arrête, c'est qu'on revient. ouais, On revient pas vraiment. On vient différemment, je trouve. Il y avait ça aussi, hein. c'est tout à fait. Il y a un C'est ça. renouveau. Il y a un Oui. temps d'introspection sans doute. Et puis peut-être, moi, ça m'est arrivé de vouloir arrêter, surtout dans le premier en cours d'écriture. J'ai cette phrase que j'avais vue dans un film, et donc il n'y avait pas l'auteur de citer, mais qui dit, lorsque tu veux arrêter, pense à ce qui t'a fait commencer. Et Mm. cette phrase me porte énormément. Chaque fois que que je commence quelque chose et qu'au bout d'un moment, tu sais, on a cette dopamine du départ qui nous booste, puis le cerveau arrête d'en fabriquer. Et donc, à un moment donné, ben, c'est là où la persévérance, elle arrive en ligne, mais des fois, tu t'essouffles. Et moi, cette phrase, elle me reconnecte au début, elle me redonne cette énergie du début. Et je me dis, c'est vrai, j'ai commencé, je vais aller au moins au bout, voir ce que ça donne. Et voilà, cette phrase, vraiment, je la cite souvent. Elle est sur mes marque-pages d'ailleurs, parce que c'est grâce à elle que j'ai été au bout du premier roman. Donc, je te la donne D'accord. si jamais Bah, ça peut t'aider. ouais. Bah, merci beaucoup de ce partage. Ça me parle énormément. Et c'est vrai que c'est ce que je disais dans mon dernier post. Je crois qu'au milieu de toute cette comparaison toxique, de tout ce je veux plus, j'en ai perdu l'essentiel, en fait. Et l'essentiel, et finalement, je me dis, j'ai très bien fait d'écrire un post et de dire ce que je ressentais parce que l'essentiel, c'est ma communauté Instagram qui est toute petite, hein, mais qui a Oui, été hyper présente, hyper bienveillante sous mon post, et qui me l'a rappelé, en fait, qui m'a rappelé pourquoi j'écrivais, pour ceux qui étaient là, pour oui, le plaisir. Et ça, je l'ai perdu de vue, bah, voilà, entre la fin de ce troisième et le début de mon quatrième roman, parce que je me suis laissée prendre dans ce rapport aux chiffres que je n'ai pas, en fait, qui ne m'appartient même pas, parce que bon, ça m'appartiendrait, ça ferait partie de moi, donc je le vivrais pas mal. Là, ça ne m'appartient pas, mais à force d'en entendre parler, ça m'a envahi et j'en ai perdu cet essentiel de pourquoi j'écris. Et beaucoup de personnes sont venues me parler en MP et m'ont dit repositionne-toi, repense à pourquoi tu t'es lancé, qu'est-ce que ça t'apporte, reviens au premier plaisir en fait. Et, euh, et c'est fou parce que ça fait des semaines que j'avais laissé de côté mon roman à part par petits bouts. Et hier soir, j'ai eu envie oui, d'écrire. oui, J'ai eu envie de m'y remettre sans me dire, bah, bon, peut-être qu'il sortira, peut-être qu'il sortira pas, sans me dire, il faut qu'il sorte à cette date, mais en me disant, ben voilà, là j'ai envie, j'écris. Et je pense parce que j'ai reçu un tel soutien, une telle dose d'amour et d'encouragement que ça, ça a fait repousser un peu mes ailes. oui. C'est important d'avoir ces encouragements. Souvent, avec Alexia, quand on fait nos podcasts, on dit aux gens, si vous saviez comme ça nous fait chaud au cœur de voir que vous avez écouté, de voir que vous avez aimé. C'est pareil quand on a des commentaires, des retours sur nos livres, etc. Ça nous booste, oui, effectivement. Après, je te parlais de pause parce que j'imagine mal. Je pense qu'à un moment donné, oui, on a besoin de faire un break de plus ou moins longtemps pour se retrouver et retrouver ce qui nous anime encore. Est-ce qu'on a encore la même inspiration, la même envie? Mais à mon niveau, à moi, je ne m'imagine plus sans écrire. Je pense que mes personnages, quels qu'ils soient, hein, peu importe le roman, peu importe ce que j'écris d'ailleurs, je pense qu'ils me manqueraient. Et peut-être que Ouais. tu aurais eu ce manque à un moment donné. Peut-être. Parce que toi, tu as écrit 3 romans déjà. Tu as commencé quand? Le premier, il est sorti quand? Je sais pas la date.
sous les... Il est sorti en 2021. En 2021, ah ouais. Donc, tu vois, Enfin, toi qui veux te comparer, moi, le mien est sorti en 2021, mais je n'en ai écrit que deux. Donc, tu vois, dans les chiffres, tu es déjà bien en avant. C'est Martin Latulippe qui dit que la comparaison ne peut pas avoir lieu parce qu'on ne part pas, on n'a pas tous le même point de départ. On n'a pas tous la même communauté, on n'a pas tous les mêmes apprentissages, on n'a pas tous... Donc, on ne peut pas se comparer. Certes, on écrit des romans, mais il y a des personnes qui ont déjà une communauté par rapport à bien d'autres choses qu'ils ont fait avant, même si c'est un premier roman. Et j'aime beaucoup son approche parce que c'est vrai, on n'a pas tous le même point de départ. Donc quand on se compare avec des chiffres. Mais les chiffres, ils ne nous donnent pas le point de départ de la personne. Mm. Oui, et puis je crois que le chiffre nous éloigne de la valeur aussi de la personne ou de l'œuvre. C'est vrai que cette comparaison, elle est tellement toxique. Oui, Parfois, on est dans une société qui fonctionne comme ça. Et c'est vrai que je parlais avec il y a un des commentaires qui m'a interpellée où elle me disait ne tombe pas dans les méandres d'Instagram, en fait, du doute, de la perte de légitimité, de la comparaison. Et c'était un peu oui, ce qui se passait, du coup, à voir tellement ce qui se passe ailleurs. Et puis, on n'a pas vraiment, on n'a que le discours des gens, hein, on ne oui. sait pas vraiment. En fait, de manière quasi quotidienne, c'est devenu. Et c'est pour ça que je parle de toxicité. Mais je sais à quel point ça peut être toxique, hein. C'est Euh, moi, je ne regarde. Alors moi, je ne fais pas de stats et c'est une erreur, hein. Alors là-dessus, je dois me corriger absolument. Moi, j'ai un problème avec les chiffres. Donc, je ne peux pas me comparer. Alors, c'est bien sûr que si, des fois, je regarde ou j'en parle, on a une communauté aussi qu'on appelle les Merveilleuses, tu sais, avec plusieurs auteurs. On a créé ça suite à des promos croisés et il y a ce groupe bienveillant qui s'est créé, donc on en parle quelquefois. Moi, j'ai pas un rapport aux chiffres, j'ai jamais aimé les chiffres. Et pour moi, ça va être une discipline de m'y plonger un petit peu. Mais c'est vrai qu'on peut se comparer différemment et pas que par rapport aux chiffres. Et j'essaye, voilà, de trouver des outils qui me disent non, tu le fais pour te faire plaisir avant tout et pour faire plaisir à ceux qui aiment te lire, comme tu le disais tout à l'heure, et pas laisser cette petite graine de toxicité m'envahir parce que dans notre cerveau d'hypersensible, elle peut pousser, alors elle a un engrais, un terrain fertile énorme. Donc, mais merci pour ce partage parce que c'est très authentique. Et puis plein d'émotions aussi, c'est jamais facile. Et puis tu disais que tu as du mal à extérioriser tes émotions. Donc merci pour ce partage qui, moi, me touche parce que je sais que je peux être confrontée à ça aussi et beaucoup de gens qui nous écoutent, même en dehors de l'écriture, parce que j'ai voulu axer ce podcast cette année sur les auteurs. Ça sera aussi l'année prochaine parce que j'ai beaucoup de demandes. Mais il n'y a pas que le fait d'être auteur. On traverse tous ces périodes, quoi qu'on entreprenne. Donc je trouve que c'est riche. Et toi, si oui. tu avais des conseils à donner, qu'est-ce que tu aimerais offrir aux auditeurs? Par rapport à l'écriture ou de Par manière rapport, non, générale? au fait des émotions, de comment oser, euh, pourquoi oser plutôt que de renoncer, enfin, je ne sais pas, ce qui te vient à l'esprit, et si tu as envie surtout. Hum. Je crois que, alors, c'est pas évident comme question hein, parce que j'aurais plein de choses à dire. Mais vas-y, tu as encore Euh, du temps. C'est ton micro, c'est ton temps. Donc, prends le temps dont tu as besoin. Il me semble que c'est très important d'être aligné avec qui on est, avec ses valeurs et avec ses rêves. Se donner les moyens. Notre vie, elle est courte sur Terre. Et il y a plein de choses qui peuvent nous servir d'excuses pour nous empêcher de vivre nos rêves. Mais je crois qu'il faut. Alors, j'aime pas le il faut, donc je vais essayer d'utiliser un autre mot. Il est important de remplir cette vie de tous ses rêves. Parce que moi, je me dis toujours, le jour où je fermerai mes yeux sur ce monde, euh, j'ai envie de me dire que j'ai fait tout ce qui était à ma portée et tout ce dont je rêvais, euh, et sans regret. Voilà, ne pas vivre avec ces regrets-là. J'ai longtemps vécu dans une case de la petite fille parfaite qui rentrait dans toutes les cases qu'on lui disait, polie, intelligente, la meilleure de la classe, voilà, jolie, qui se met pas trop en avant, mais qui sait quand même prendre la parole quand il faut. Et ça m'a demandé beaucoup.
beaucoup de temps de sortir de cette case. Et cette case, elle avait comprimé mes rêves. Elle les avait complètement compressés dans un petit coin. Et il m'a fallu du temps pour les laisser sortir. Et à la fois, ça n'a pas été un processus intellectuel, ça a été un processus plus émotionnel où, à un moment donné, c'est pour ça que je parlais de ma séparation, tout ça avec le père de mes enfants, ça a été toute cette dynamique de changement, de me dire maintenant, là, j'implose en fait. Et je ne peux plus accepter d'imploser parce que je vais me détruire. Je vais détruire la lumière que j'ai en moi, je vais détruire ma capacité à être heureuse. Et ça, c'était pas OK. Et c'était pas OK parce que c'était pas l'image que je voulais donner à mes enfants. Souvent, dans mes remerciements, à chaque fois, je prends d'ailleurs, je remercie mes enfants d'être là parce que c'est eux aussi qui m'amènent à vivre mes rêves, parce que j'ai envie de leur donner une image de on peut vivre ses rêves. Alors, mon fils, la dernière fois, m'a dit, quand j'ai fini d'écrire mon troisième roman, qu'il a été publié, il m'a dit, oh, maman, je suis super fière de toi. Donc, il a 9 ans. Et je lui dis, bah, en tout cas, merci, parce que c'est aussi grâce à vous que j'en suis là. Et il me dit, ah bon, pourquoi? Je dis, bah, parce que je vis mon rêve en écrivant des livres et en les publiant. Et il me dit, oh, mais ça, c'est un rêve facile. Moi, un rêve, c'est partir vivre en Australie. Voilà. Et j'ai dit, bah, Génial écoute, les rêves c'est ton d'enfant. rêve. Si- Oui. Il dit, si c'est ton rêve, ben, je te le souhaite et j'espère que de nous voir, ton père ou moi, ou les adultes autour de toi, vivre nos rêves, ben, ça te permettra, toi, de te donner le droit de vivre les tiens. Et je trouve que ça aussi, ça m'a beaucoup porté, en fait, dans ma libération, dans le fait d'imposer un changement de vie à tout le monde, hein, dans mon entourage, parce que j'avais besoin de me sentir heureuse, de me sentir alignée. Et je crois que c'est ça, c'est aller vers le chemin vers lequel on se sent aligné et qui nous rend heureux. Ça ne veut pas dire qu'on est heureux tous les jours, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des bas, mais garder en tête qu'on tend à être pleinement soi, en fait. Et puis, je pense que les bas que tu exprimes, ces remises en question, nous amènent à nous réaligner. Est-ce qu'on est toujours dans ce rêve ou est-ce qu'il y a un nouveau rêve qui émerge de ce rêve pour aller un peu plus loin? Enfin, d'un rêve, on en arrive à un autre et la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et donc, c'est bien ces bas. C'est pas qu'on est maso, c'est pas qu'on aime ces bas. Mais moi, je trouve que quand il y a ces périodes de doute et ces périodes de bas, il y a d'autres idées qui émergent. Et puis ça vient dire, les émotions viennent nous dire, t'es plus aligné là. Il y a quelque chose Mm. qui est plus Ouais. centré pour toi. Je suis comme toi, je n'intellectualise pas, je laisse plus mes émotions me parler, accueillir leurs messages. Après, c'est moi qui prends le contrôle, bien sûr. Je ne laisse pas me Mm. guider. Mais c'est intéressant de se dire, ah, qu'est-ce qui se passe en moi? Une fois qu'on a digéré, bien sûr, le passage délicat de l'émotion, parce que, bon, elles sont pas toujours faciles à accueillir. Oui, je suis 100% d'accord avec toi sur cet alignement, sur vivre nos rêves. Et puis même si notre rêve n'aboutit pas comme on l'aurait aimé, mais on a au moins osé y aller. Et cette satisfaction d'avoir osé, je crois que c'est ça qui est important. Enfin, pour moi, de se dire, Ouais. ben, ce rêve finalement n'était pas un rêve, c'était pas celui que je pensais, c'est pas le résultat que je pensais. Mais c'est mieux que de se dire, oh là là, j'aurais dû oser, Et tout Mm. comme toi, mes enfants, alors moi, mes enfants sont grands, bien sûr, ils sont adultes, ils sont un soutien pour moi tout le temps dans mon cheminement d'écriture, dans les couvertures, parce que mon fils et ma belle-fille ont fait les beaux-arts. Ma fille lit aussi, mon gendre a été hyper présent pour ce deuxième roman parce qu'il se passe beaucoup au Mexique et qu'il est mexicain. Donc mes enfants et leurs conjoints sont une présence vraiment pour moi indispensable. Pour leur montrer que je vais au bout de mes rêves aussi. Et puis parce qu'il y a cette fusion, je pense que c'est important de se savoir entouré. Et une autre Mm. communauté qui est importante pour moi et essentielle, c'est les merveilleuses, parce que là, on peut parler de problématiques qu'on rencontre en tant qu'auteur, avec des gens qui connaissent les mêmes problématiques et on va pas les saouler Ouais. parce qu'elles savent. Donc, tu m'as dit que tu avais toi aussi une belle communauté. Et je crois que c'est essentiel en tant qu'auteur, mais même indépendamment d'être auteur, d'avoir des gens à qui parler, à qui poser les Ouais. choses. Ça peut être un psy, mais ça peut être aussi des amis précieux qui vont savoir nous recadrer sans vouloir nous dire ouais, ouais, c'est génial, mais dire non, là, je crois que tu pars en vrille. Et je crois qu'on a besoin Mm. des fois d'avoir quelqu'un qui nous remet un petit peu sur les rails en disant attends, les rêves, c'est bien, mais là, tu pars un peu trop loin peut-être. Je sais pas toi, mais Oui. Je c'est pense que c'est difficile de réaliser un rêve seul.
Je pense Oui, qu'on a besoin, en effet, d'être entouré, en effet, pour le soutien et pour cette honnêteté bienveillante aussi, ce recadrage bienveillant de non, tu peux le faire, mais bon, peut-être que là, voilà. tu vas un peu trop loin. Oui, complètement, je suis d'accord. Et c'est vrai que moi, je pense que l'entourage, qu'il soit physique, réel, nos enfants, nos Ah oui, compagnons, ou qu'il soit virtuel, hein, parce que moi, bien je sûr. trouve énormément de soutien hein, dans cette communauté-là. Ce que je disais tout à l'heure, hein, les commentaires que j'ai eus sous mon post, je ne m'attendais tellement pas à ça. J'en avais des larmes aux yeux tout le long de la découverte des commentaires. Euh, c'est une force dans laquelle Tout à puiser fait. dans les moments de Oui. doute, dans les moments de peur. Et c'est merveilleux d'avoir ce Oui. soutien-là, en effet. J'ai traversé une période de doute l'année dernière par rapport au podcast où je m'interrogeais s'il y avait une utilité, si, pourquoi passer tout ce temps, pourquoi, et j'avais fait un post dans ce sens et j'avais eu des retours, mais qui m'ont fait hyper chaud au cœur. Voilà, on se dit non, même si tu le fais pour une personne, fais-le. Alors, il n'y a pas une personne, mais Mm, dans l'absolu, se dire, mais attends, toi, ça te prend, allez, 1 heure de ton temps, et la personne, elle te dit que le matin, elle attend avec impatience ton petit post ou ton podcast parce que ça éclaire sa journée, t'as pas le droit de l'en mm, priver, en fait. Et c'est ça mm, aussi, les recadrages dont je parlais, parce que d'un coup, tu réalises que oui, attends, sors un petit peu de toi et regarde ce que les gens, ils attendent. mm. Et je trouve que c'est, Ça oui. me- Vas-y, vas-y, je te laisse finir, pardon. Non, non, j'avais fini, vas-y. Ça me fait penser, donc là, je bascule sur mon métier de psychologue. J'avais fait une conférence et c'était le dernier jour de travail d'un psychiatre qui prenait sa retraite. Donc moi, je travaille avec les mineurs délinquants et plus largement dans la protection de l'enfance. Et ce psychiatre prenait la parole et à la fin, il a fait un discours très émouvant et il disait, je sais que c'est dur notre métier de travailleur social parce que on n'a pas beaucoup de moyens, parce que ci, parce que là. Et il disait, mais j'ai vu 1200 enfants dans ma carrière. Si sur ces 1200, il y en a 10 qui ont réussi à se sortir la tête de l'eau parce que à un moment donné, les mots que j'ai déposés ont germé, Oui, et ben c'est pour ces 10-là que je l'ai fait. oui, Donc des fois, vous avez l'impression que vous n'y arrivez pas, que vous ne pourrez pas les sauver, et c'est certainement vrai. Mais il y en a peut-être un, deux ou 10 que vous arriverez, c'est ça. pour lesquels vous arriverez à planter des graines qui germeront. Et ça, cette phrase, elle me porte beaucoup dans mon travail, du coup, parce que c'est vrai que c'est un travail difficile où on voit peu le résultat de nos investissements. Mais je trouve que par rapport à ce que tu dis, et tu vois, j'avais jamais fait l'analogie avec l'écriture, et je trouve que c'est ça, c'est que si on touche 10, 20, 30 personnes qui se retrouvent dans nos romans, qui se retrouvent dans notre sensibilité, moi j'ai eu des personnes qui m'ont dit sur mon premier roman qui traite du deuil, euh, je traverse un deuil depuis des années. Et quand j'ai fermé ton livre, je me suis sentie allégée. Je trouve ça merveilleux. Je, voilà. Et ben, il y a 3, 4 personnes qui m'ont dit ça. Et ces 3, 4 personnes-là, ben, merci de me l'avoir dit. Et si ça a pu faire du bien à ces 3, 4 personnes, eh bien, je sais pourquoi j'écris. Et c'est ça que j'ai perdu de vue, en fait, ces C'est ça dernières qui est semaines. important. Mm. Voilà, c'est pour ça que cette phrase, lorsque tu veux arrêter, repense à ce qui t'a fait commencer. Toutes ces choses reviennent finalement parce que ça te porte, parce que et c'est pas que tu oublies tout ce qui était toxique, mais d'un coup, ce voile, tu dis non, mais j'en veux pas finalement. Mm. C'est ces gens qui m'animent. Moi, ce qui m'a beaucoup animé, ben déjà faire des podcasts, écrire aussi, parce que c'est des romans initiatiques, comme toi, tu donnes des outils à travers l'histoire. C'est de me dire que la thérapie, ça a un coût. Tout le monde n'y a pas accès. Il faut pas se voiler la face. Tout le monde n'y a pas accès. Mm. Et je me dis, bah, si ces gens peuvent au moins avoir des outils à travers un podcast, à travers un livre, à travers des posts, c'est ça qui m'anime. Et quand des fois je me dis, bon, faut faire ça, je me dis, non, non, attends, toi, ça te prend 5 minutes un post, ça te prend 1 heure un podcast. Mais il y a plein de gens qui ont que ça dans leur vie pour les aider à voir la lumière. Mm. Donc, je vais rechercher ça pour me rebooster et sortir des fois de ma flemme, hein, tout simplement, ou de mes doutes. Et je pense que voilà, Mm. ces périodes de doute dont tu parles, pour moi, je les vis comme après, comme je te dis, après avoir dépassé l'émotion qui est normale. Et je me dis, non, c'est un tremplin pour te repositionner, peut-être le faire différemment, mais de continuer à le faire. Mm. Oui, je pense aussi. Je pense que j'avais besoin de le radicaliser Oui, pour,
pour me dire stop, là, ça ne peut vraiment plus continuer comme Oui. ça. Ce qui n'aurait pas été le cas si je m'étais dit je fais une pause. Et puisque des pauses, j'en fais quand le processus d'écriture, c'est ce que je dis toujours, il n'est pas linéaire. Hein. Il y a des moments où on est en plein dedans, il y a des moments où on a l'impression d'en sortir. Je crois que dans ces pauses-là, en fait, on est toujours dedans, mais elles sont nécessaires. Là, j'avais besoin vraiment de le radicaliser et, euh, et ça a été. Et je pense que de le nommer sur les réseaux sociaux, c'est ça qui a été hyper bénéfique parce que ça m'a apporté un autre regard, d'autres questionnements qu'avec moi-même, je n'avais pas eu. Et ça m'a permis de poser des mots beaucoup plus justes sur ce que je ressentais et ce que je traversais. Oui. Mm. En tout cas, merci, merci pour cette douceur que tu apportes à ce podcast et puis ces confidences. Et si on voulait, si j'ai une phrase qui me vient à la tête et qui pourrait résumer ce podcast, c'est suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. J'ai tu sais, des petites pancartes comme ça, j'en ai une dans mon couloir et qui mène à ma chambre. Et chaque soir, je vois cette petite pancarte et j'aime beaucoup cette phrase aussi. Et je trouve qu'elle correspond très bien à ton message en fait. Donc, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin et je crois que c'est à toi aussi de te laisser porter parce que tes rêves connaissent le nouveau chemin. Ce temps Mm. est un temps de les laisser mieux te parler, mieux te guider. Et puis, on te retrouvera sûrement pour un quatrième roman dans quelques temps, ou pas. Mais en tout cas, épanoui et bien, parce que c'est ça qui est important. Quel que soit le rêve, c'est de garder l'épanouissement et ce qui nous fait nous lever chaque jour, je crois. Pas nous lever chaque jour avec le Complètement. sourire et l'envie de se lever, quoi. Surtout. Exactement. Oui. Est-ce que J'aime tu as beaucoup quelque cette phrase. chose à rajouter, que tu aimerais Ben, rajouter? je trouve que c'était très intéressant de finir par suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Oui, elle m'est apparue Ouais. comme ça naturellement, donc c'est pour ça que je me suis permise de la citer et de résumer notre podcast. Merci beaucoup Virginie pour ta présence. Et puis, ben, on te retrouve Merci sur... à toi. Je les mettrai de toute façon à la suite du podcast pour que les gens qui ne te connaissaient pas puissent te trouver. Et puis, ben, on se suit de toute façon, on reste en contact. Et on se retrouvera peut-être un autre jour sur ce podcast pour voir où en sont arrivés tes nouveaux rêves. Pour la suite, c'est comme les sagas, tu vois, maintenant on veut la suite. Où en Ouais, es-tu, ça fait un Virginie? petit... Ça sera le prochain podcast. Où en es-tu, Virginie? Merci Avec beaucoup. plaisir. Je Merci à suis toi, Laurent. ravie. Et puis bon, on se voit, on reste en contact dans tous les cas.